Là, moi, mon business plan, c'était de créer d'avoir un magasin à moi et après de vivre de réseaux de franchisés. Bah, du coup, le modèle économique tombe à l'eau. Bah non, on va pas pouvoir. On va pas pouvoir vivre de franchisés, c'est pas possible. Au mieux, on en a fait 2, et ça s'est très très mal passé. Donc du coup, on a monté un magasin qui marchait du feu de Dieu. Un deuxième, d'ailleurs c'était le magasin qui vendait le plus au monde, mais c'était pas 5 à sec du coup, parce qu'entre-temps, avec 5 à sec, il y a une clause contractuelle qui me convenait pas, et du coup, je me suis retourné vers le numéro 2 mondial. 5 à sec était le numéro 1, et le numéro 2 mondial était Presto, une chaîne espagnole. Des gens très bien, vraiment super. Et donc j'ai commencé avec Presto. Et donc un magasin, 2, 3, 4, 5. Entre-temps, on arrive à avoir nos 2 franchisés avec beaucoup de mal. Et puis là, c'est une autre histoire. Ça se passe très mal. Ça se passe très très mal. Et il y a peut-être un lien avec la tentative d'enlèvement de mes enfants quelques années plus tard. Voilà, donc très compliqué, puisque un des 2 franchisés me dit nous on aimerait bien que tu nous vendes ta master. Pardon, parce que je suis le master franchisé, tu es le franchisé. Moi, j'ai un contrat moi avec la franchise internationale. Je comprends pas. Il dit ouais, nous on veut gérer la master. Mais c'est pardon, mais c'est mon entreprise. Oui, mais nous c'est ce qu'on envisage, donc. Et puis donc ça s'est pas bien passé parce qu'il voulait vraiment récupérer ma master franchise alors qu'il était franchisé. Effectivement, son magasin marchait super bien. Et donc j'ai été menacé par lui directement, bah, ça s'est mal passé, quoi. Après des menaces de mort, tentative d'enlèvement de mes enfants. Je fais le lien avec cette histoire-là parce que c'est le seul lien crédible que j'ai aujourd'hui. Et donc oui, mes 2 filles ont subi une tentative d'enlèvement qui a échoué de peu. Et du coup, je pense que c'était pour nous faire peur. Et du coup, bah oui, effectivement, on a eu peur. Donc mon ex-femme et les enfants à l'abri, donc en France. Et moi, je faisais les allers-retours entre la France et le Pérou, 10 000 kilomètres. À l'époque, j'avais à peu près 130 collaborateurs. Il y avait 13 magasins. 13 magasins en propre et 2 franchisés, dont celui-là. Elles avaient quel âge, Et tes filles? elles avaient, en 2003, 93, 10 ans et 8 ans. Charline avait 10 ans, Lucille avait 8 ans. Et là, oui, ça a laissé des traces, ouais. Compliqué. Compliqué, compliqué. Donc, retour en France. Et c'est là que moi, j'ai géré la boîte à 10 000 kilomètres. Effectivement, ça s'est pas bien passé, quoi. Puis j'ai découvert aussi que le pouvoir et l'argent font pas bon ménage au Pérou. Enfin, c'est humain, mais au Pérou, c'est pas triste, hein. Donc là, oui, effectivement, beaucoup de difficultés. Il y a plus d'argent dans les caisses, depuis les comptables jusqu'aux réceptionnistes des comptoirs de magasins. L'argent part. Il y a beaucoup d'espèces, de paiements en espèces là-bas. Voilà, donc cette situation dure 3 ans où je reste, je fais France-Pérou pendant 3 ans, très fatigant. Je reviens 1 mois tous les trimestres. Et la boîte est dilapidée, quoi. Vraiment, elle est presque en situation de dépôt de bilan. Et c'est là qu'au bout de 3 ans, finalement, je décide de revenir. J'avais des associés français minoritaires qui me disaient, Olivier, lâche l'affaire. Reviens en France, c'est plié. Ne t'entête pas. Retourne pas au Pérou, c'est dangereux en plus. Et je sais pas pourquoi, mais non, je suis pas d'accord et je retourne au Pérou. Et là, je décide de remonter ce qui était possible de remonter. Et on accumule des dettes colossales. Et là, je me dis, bon, seul, je vais pas arriver à remonter la boîte. Et je commence à changer. Je commence à être transparent. J'apprends la transparence. C'est-à-dire que si je veux qu'on s'en sorte, j'ai intérêt à ouvrir les livres comptables auprès des employés pour qu'ils se rendent compte que la situation, c'est ça. Et donc, qu'ils prennent conscience en toute transparence que soit on ferme, soit ensemble on y va. Et je me rends compte
que dans la difficulté, et ça c'est propre aux Péruviens aussi, ils sont très résilients, une résilience incroyable. C'est probablement la dureté de la vie qui fait ça. Et dans la difficulté, alors tout le monde se retrousse les manches, et ils y vont, et ils y vont, et ils y vont, et on récupère la boîte petit à petit, et on la remonte, et les dettes s'effacent petit à petit. Et là, c'est magique, c'est incroyable. Et là, je me dis, mais c'était perdu, quoi. Alors que c'était les mêmes qui pilotaient la boîte auparavant, plus ou moins, qui l'emmenaient plutôt dans le mur. Oui, plus ou moins. Certains d'entre eux qui étaient des piliers, comme on dit là-bas, hein, comme on dit en France, le chat n'est pas là, les souris dansent. C'est ce qui s'était passé là-bas, et le chat était revenu, donc les souris dansaient moins. Et puis elles tenaient leur boulot, puis elles voyaient bien que derrière, j'avais une intention qui était propre, quoi. Je veux dire, c'est avec eux que j'allais remonter la boîte. Moi, tout seul, c'était foutu. Donc, comment ensemble on allait faire quelque chose? Et j'ai commencé à la transparence, qui est un bien très rare au Pérou. Au Pérou, vous avez les puissants qui dominent, ceux qui décident en haut et ceux qui exécutent en bas. Et ceux qui exécutent en bas exécutent dans de mauvaises conditions de travail généralement. Et moi qui venais d'une culture une culture ouvrière, j'avais envie de prendre soin de mes employés. Et ça, ils le ressentaient. Pas forcément dans mes mots, mais dans mes attitudes. Par exemple, là-bas, c'était 48 heures par semaine. Pour moi, c'était impossible qu'ils fassent 48 heures par semaine. Donc, déjà, qu'ils passaient à 42, pour moi, c'était beaucoup. Et pour eux, c'était waouh. Donc, on a monté le business économique sur ces données-là. Donc, moi, je partais sur des choses qui pour eux étaient confort. Et donc, on a remonté la boîte petit à petit comme ça.